je rappelle Gilles Boeuf et Jean-Louis Etienne sur cette estrade pour une table ronde. Enfin, ça s'appelle comme ça. Et Catherine Jandel va peut-être nous revenir sur écran. On va s'installer là très, très simplement. Tu te mets là, Gilles? Attends, je vais peut-être me mettre au milieu de vous deux pour me retourner vers l'un et vers l'autre. D'accord? Et voilà, Catherine. Merci d'être avec nous. J'espère pouvoir te voir dans l'écran en face de moi. Oui, formidable, voilà. Donc on va pouvoir se parler de façon normale, sans se casser la tête. Alors, Gilles, bon, on a parlé de tout ce qu'on pourrait trouver dans l'océan. Et en fait, ce lieu, ces espèces, c'est une source inépuisable d'innovation. Et tout à l'heure, tu nous parles de la libellule. Ah, j'ai pas apporté les micros, ça va pas du tout, ça. Si tu peux en apporter deux. La libellule, dont tu as dit qu'elle était extraordinaire. Alors, sous la mer, tu as l'équivalent des libellules? Oui, un poulpe ou bien une crevette pistolet. La libellule, par exemple, le problème qu'on a en ce moment, on ne voit pas derrière, elle laisse faire. Elle voit à 360 degrés, la libellule. Elle tourne la tête, elle a deux gros yeux. Elle voit partout, à 360 degrés, 300 images à la seconde. Nous, quand on en voit 24, c'est pas mal. Ouais, elle a 9 techniques de vol. Vous vous rappelez l'accident d'Air France du vol Rio-Paris avec ses sondes? Elle a bien mieux que ça depuis 345 millions d'années. L'avion ne serait pas tombé avec des sondes de libellule. Je vous disais tout à l'heure qu'elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. Et j'étais récemment avec un ami qui pilote de Rafale. Le Rafale est très difficile à piloter parce que c'est un avion qui tourne carrément sur lui-même. Et il me dit on encaisse 9 ou 10 G, accélération de la Terre. Il me dit quand le pilote sait qu'il va prendre 9 G, il contracte tous les muscles, il faut des super abdos, hein, sinon on éclate. Et Jean-Louis me disait qu'il y a des gens qui s'entraînaient effectivement pour être cosmonautes. C'était Gérard Felter qui me disait ça. Il me dit à 10 G, j'ai perdu connaissance. Elle en prend 30. Alors voilà, mon discours, on pourrait parler des poules, puis on pourrait parler aussi de ces crevettes pistolets qui attaquent à la vitesse de la sortie d'une balle d'un fusil. Alors on peut se demander, mais pourquoi le vivant a inventé des trucs comme ça finalement? Parce qu'on a, avec des amis, sur des guêpes en ce moment à Orléans, un truc où la guêpe, elle est capable de faire des choses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une araignée qui l'attaquait à des vitesses incroyables. Donc elle avait dû développer des techniques comme ça pour continuer à exister. Ça qu'il faut dire, c'est que le vivant, en fait, eh bien, il y a des situations assez incroyables. Et finalement, il est là depuis très longtemps, ça marche bien. Là, en ce moment, on prépare les Jeux Olympiques. Je dis toujours à mes copains olympiens, vous prenez le Bolt 9,58 au 100 mètres, c'est 42 km/h, c'est un chat. Un chat. Phelps, avec des pectoraux d'enfer, à toutes ces dames se pâment devant le meilleur nageur du monde. Il nage à 17 km/h, c'est une carpe. Hein. Le thon, ici à Cherbourg, il peut nager à 120 km/h. Donc tout ça, il faut le regarder effectivement sur... Chacun est adapté. Je ne vais pas comparer l'humain à tout. Puis on me dit, oui, mais l'humain, il sait nager et courir. Je dis, oui, les animaux, ils savent nager, courir, et en plus, ils volent. Donc voilà, donc simplement, c'est notre système à nous. Tuer notre arrogance, hein, regarder avec humilité ce monde vivant et s'en émerveiller. Je crois que c'est ce qu'on a perdu aussi dans le futur vis-à-vis de nos jeunes. Il faut qu'on donne de l'émerveillement. Aujourd'hui, j'entends collapsologie, catastrophisme. On les a désespérés. Mes gamines à Sciences Po à Paris, elles me disent, on ne fera pas de bébé. Et nous, on en a fait beaucoup trop. Donc vous voyez que, quelle est la teneur du débat? On ne ment pas, hein, on fait de la science. On a dit tout à l'heure avec Jean-Louis, la science n'est pas une opinion, on raconte ce qui se passe. On a vu Catherine tout à l'heure, c'est ahurissant. Avec Gorgone, ma Catherine, j'étais en Corse il y a quelque temps. On observe ceci. Mais la science est là, effectivement, pour nous aider à réagir. Le prix Nobel de physique hier a été excellent, ce qu'il a dit. Il a dit, la science ne doit pas faire peur. Et là, j'encourage toutes les filles à aller en science. Hein, je suis prof en médecine, dans les écoles vétérinaires, j'ai plein de filles, mais j'en ai pas dans les écoles d'ingénieurs. Hein. Elles sont largement aussi bonnes en maths que les garçons. Donc il y a quelque chose à changer très fort. Et puis faire de la science, simplement, c'est ce côté émerveillant aussi. Le scientifique, il a des émotions. Sans émotion, avec Catherine, on n'aurait pas fait la carrière qu'on a fait là. On garde la rigueur scientifique, bien évidemment. Hein. Et on ne tombe pas, comme certains scientifiques récemment, tombés dans le complotisme, ce que disait le prix Nobel de physique hier. Arrêtons, arrêtons.
Et quand on m'avait dit oui, la chloroquine a sauvé les Marseillais, vous savez ce qu'a sauvé les Marseillais? Le Mistral. Un élément qu'on connaît bien avec Catherine, un vent qui souffle nord-sud et qui met un virus qui a horreur de ça dans l'eau de mer. Il ne supporte pas l'eau de mer, le coronavirus 19. Donc ramenons de la science dans tout ça. Et c'est pour ça que justement ce qu'on fait là, il nous faut des scientifiques, mais ils ne vont pas diriger le monde. Ce n'est pas à eux de prendre des décisions politiques. Il nous faut un monde politique qui les écoute un peu plus souvent, ça serait quand même pas mal. Il nous faut des ONG et des citoyens, tous ici. Et puis enfin, il nous faut aussi l'entreprise, j'arrêterai là-dessus, mais l'entreprise est devenue fondamentale. Dans le monde capitalistique actuel tel qu'il est là, alors on va changer le capitalisme, il faut l'encadrer, parce que sinon il amène à ces drames sociaux qu'on connaît aujourd'hui avec des hyper riches et des hyper pauvres. N'empêche que l'entreprise, si elle prend sa part dans tout ça, de la bio-inspiration, du biomimétisme, ce que fait Jean-Louis là, avec des scientifiques, c'est un scientifique, un ingénieur et une entreprise, peut-être que ça marchera beaucoup mieux. La passion, elle est là, ça c'est sûr. Jean-Louis, justement pour ce que tu vas aller explorer dans l'océan austral, j'ai adoré ton expression, on va écouter l'océan. Au passage, qui c'est qui a dit tout à l'heure c'est un vrai tintamarre, c'est pas du tout le monde du silence de Cousteau. Mais même dans l'océan austral, ou tu sais pas encore? On est loin des voies navigables, on est loin de l'activité industrielle de notre hémisphère nord ou d'autres. C'est vrai, il y a d'autres petits bruits qu'on peut écouter, qu'on va peut-être entendre. C'est le sismique, c'est le volcanisme sous-marin. On peut entendre des icebergs qui vèlent, par exemple, avec des hydrophones. Donc, effectivement, tout ça, c'est un travail que font les acousticiens. Gilles a dit beaucoup de choses intéressantes qui incite effectivement. Je suis intervenu hier sur un chapitre qui s'appelle l'invitation à la métamorphose. Et donc la métamorphose, je devais parler de ça. Et effectivement, nous devons sortir de la civilisation carbone. Nous sommes la civilisation carbone, c'est-à-dire qu'on a développé notre activité par l'exploitation, quelque chose qui est formidable. Le gaz, le charbon d'abord, le gaz et le pétrole sont des matières absolument formidables. Et l'homme est un mutant surdoué. Nous avons inventé une exploitation extraordinaire de ces ressources naturelles. Moi, j'ai fait un CAP de mécanicien, comme je vous l'ai dit. Imaginons qu'on est allé chercher une goutte de pétrole au fond, là, on l'a sortie, et on a réussi à en faire quelque chose dans un moteur à explosion. C'était après la machine à vapeur. Faire vaporiser du pétrole, le faire exploser avec une bougie dans un cylindre, en mettant un piston qui va descendre, et on arrive à faire des choses à 12 000 tours minute. Voilà, donc il y a à souligner effectivement des choses que Gilles et moi, vu notre âge, nous avons vu grandir. La technologie, être attentif, et je dirais quand on regarde le téléphone portable, c'est devenu... J'appelle ça un prolongement exosomatique. Vous voyez, au sens où il n'y a pas une personne, j'étais dans le métro tout à l'heure en venant, il y a ce prolongement exosomatique. Mais cette génération qui l'utilise de jeunes n'a aucune idée de l'intelligence humaine, de la complexité qu'il y a eu, et même dans cette réalisation. Donc il ne faut, ce qu'il faut faire, c'est cette mutation, conserver la notion de progrès parce qu'elle est intelligente, elle est stimulante. Et la flèche vers laquelle il faut aller, la direction, c'est-à-dire, faites cette métamorphose, on va passer d'abord des énergies de stock à des énergies de flux. Les énergies de flux, c'est un pur produit de l'intelligence humaine. Vous voyez, le stock va se tarir, et il va falloir faire des flux. C'est de l'intelligence humaine. Il faut sortir effectivement de cette civilisation carbone, mais avec quelle direction? Il y a une évolution qui pourrait être merveilleuse, c'est le renouer avec l'écosystème Terre originel. C'est une flèche, c'est une voie, c'est une direction. Qu'est-ce que c'est l'écosystème Terre originel? Ça repose sur 3 piliers. Tout ce qui est sur 3 piliers est stable. C'est beaucoup plus difficile à 4. 3, c'est stable. La production primaire, les consommateurs, les recycleurs. Là, je parle de la nature, ça peut être... La production primaire, ça a été évoqué plusieurs fois par Gilles, par Catherine, c'est
le vert, c'est pas, on parle du pigment de chlorophylle. Le pigment de chlorophylle, c'est le miracle des végétaux qui ont cette capacité, si vous voulez, à se développer avec les racines dans le sol où ils captent l'eau et les sels minéraux, et sous l'action du soleil, ils captent le gaz carbonique qui est dans l'air, ils en font du glucose qui les développe. C'est le point de départ de toutes les vies à terre et sur l'océan. Donc si on veut effectivement aller vers un axe où on est attentif, soyons attentifs à la production primaire, conserver les forêts, mettre du verre partout, etc. Si on le redit, il n'y a pas d'aspirateur à CO2. Il y a beaucoup de projets sur lesquels on dit qu'ils arrivent à faire des choses qui captent le gaz carbonique, c'est dérisoire. Hein, c'est comme de dire je vais nettoyer le plastique des océans. C'est dérisoire. Il n'y a pas d'aspirateur à CO2, il n'y a que le verre, la chlorophylle qui est l'aspirateur à CO2. Donc c'est ça qu'il faut privilégier au maximum. Deuxièmement, les consommateurs dans la nature, proie prédateur. Ce que dit Gilles, effectivement, c'est les prouesses de la nature. Mais nous, surmutants surdoués, nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces, à une vitesse à laquelle l'ensemble des espèces ne peuvent pas s'adapter. Vous voyez, donc nous, notre menace, elle pèse par l'activité intensive que nous avons. Donc si on veut effectivement revenir à un système de terre originel, soyons des consommateurs, des producteurs intelligents. Et le troisième pilier, important et magnifique dans la nature, Gilles l'a évoqué tout à l'heure, nous avons les recycleurs. Nous avons dans l'organisme plus de recycleurs de bactéries et autres que de cellules. Et la nature fait ça parfaitement bien, parce qu'elle va dénaturer le corps organique des consommateurs en matière minérale, qui va être le terreau de la production primaire. Donc vous voyez cette économie circulaire. La nature est l'exemple parfait, on appelle ça biosourcé. La nature est une grande expiratrice, effectivement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le progrès, pas du tout. Et quand je parle de recycleurs, j'ai vu ce que tu étais passé aussi, j'étais passé à l'école centrale où j'ai parlé du recyclage. Dans notre tête, le recyclage, c'est traiter les poubelles. Mais le recyclage, c'est beaucoup plus intelligent que ça, même s'il faut être intelligent pour ça aujourd'hui. C'est prévoir en amont des matériaux qui vont pouvoir revenir dans le circuit merveilleux qu'est la nature. Et là, on a besoin de beaucoup d'intelligence, on a beaucoup de fraîcheur de cerveau. Tu le dis, on a besoin d'ingénieurs. La jeunesse, on a besoin de l'intelligence, de la fraîcheur, de la créativité de la jeunesse, qui a un phare extraordinaire à faire, c'est cette métamorphose, sortir de la civilisation carbone pour renouer avec l'écosystème Terre. Bravo. Catherine, vous êtes géochimiste, vous êtes chimiste. Réexpliquez-nous quelque chose sur l'oxygène qu'il y a dans l'océan. Parce qu'il ne faut pas se tromper. On a envie de l'appeler l'océan le deuxième poumon de la Terre. C'est un poumon de la Terre parce qu'on pense le plus souvent à l'Amazonie, aux forêts. C'est plus compliqué que ça. En fait, ce sont des organismes à l'intérieur qui produisent cet oxygène et puis qui le réutilisent. Donc il faut que tout ça demeure équilibré. Et s'il y a des incendies, ça aussi, ça peut être, comme on dit maintenant, disrupté. Vous pouvez nous dire comment ça marche et à quoi il faut faire attention ? Alors oui, alors déjà je vais souligner que je suis d'accord avec mes collègues. La première chose qu'il faut que nous fassions, est-ce qu'on peut couper l'écho s'il vous plaît? C'est vraiment terrible, je m'entends parler en fait. Oui, merci beaucoup. Donc, une des choses essentielles à comprendre, c'est qu'il faut qu'on arrête, que le meilleur atome de carbone, c'est celui qui va rester dans le sol. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est comme le bout de plastique, faut plus le consommer parce que sinon il finit tôt ou tard dans la mer et effectivement on n'ira pas les rechercher. Effectivement, on aura beaucoup de mal à soustraire le gaz carbonique de l'atmosphère. Or, je l'ai dit, le gaz carbonique en se dissolvant dans l'océan acidifie les eaux de surface. Je vais parler de l'oxygène, ne vous inquiétez pas 2 minutes. Mais le gaz carbonique aussi réchauffe l'atmosphère avec le méthane et d'autres gaz à effet de serre qui réchauffent les mers et ça génère des déséquilibres terribles. Alors que devient l'oxygène là-dedans? Alors d'une part, on doit aux algues, il y a 2,5 milliards d'années, on doit à des petites algues qui s'appellent des cyanobactéries, le fait que nous n'ayons pas une atmosphère
qui soit riche en gaz carbonique, ce qui était le cas dans les premiers âges de la Terre, dans les premiers milliards d'années de la Terre. Mais il y a eu une révolution, la révolution dite des cyanophycées, c'est-à-dire qu'il y a des algues qui, à un moment donné, ont été capables d'attraper ce gaz carbonique et de fabriquer de l'oxygène par la photosynthèse, et donc de rendre notre atmosphère oxygénée, ce qui a permis le développement de la vie. Sans elles, on aurait du mal à être ici. On est effectivement, ça a été rappelé par Gilles, on sort de l'océan et le contenu de notre corps, c'est 3 fois moins salé, mais ça ressemble terriblement à la composition chimique de l'océan. Et nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Et d'où vient cet oxygène? Alors, il est produit par le mécanisme magique des végétaux qui est la photosynthèse, c'est-à-dire grâce à la chlorophylle et à d'autres pigments, on attrape l'énergie solaire, c'est eux qui le font, hein, nous on ne fait rien, nous on les consomme. Ils attrapent l'énergie solaire et ils ont la capacité d'utiliser dans les sols les sels nutritifs, en mer les sels nutritifs, qu'ils vont trouver dans le liquide pour les marins et dans la terre pour les terrestres. Les sels nutritifs les plus populaires, ceux dont vous entendez parler le plus souvent, sont les nitrates, les phosphates, donc azote, phosphate, carbone et carbone. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont, on va dire, la base. Et ils vont transformer ces sels nutritifs qui sont sous forme dissoute en matière solide. Et en faisant ça, il y a une émission en même temps d'oxygène. C'est-à-dire, ils s'y fixent le carbone et ils émettent de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse. Alors, cet oxygène va pénétrer dans l'océan de quelle façon? Il va pénétrer par dissolution et plus préférentiellement dans les hautes latitudes, c'est-à-dire là où il fait froid que là où il fait chaud. J'y viens avec le réchauffement, c'est important ça. On va reprendre des exemples que l'on connaît. L'Arctique, l'oxygène va plus se dissoudre. Si vous voulez retenir pourquoi les gaz se dissolvent mieux dans les eaux froides que dans les eaux chaudes, réfléchissez à ce qui se passe quand vous laissez une bouteille d'eau gazeuse en dehors du frigo. Elle se dégaze extrêmement vite. Pareil pour le champagne. Si vous le mettez au frigo, ça va beaucoup mieux se conserver. Les gaz sont plus solubles dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Vous allez avoir l'oxygène va se dissoudre à l'interface air-mer. Il va s'équilibrer avec l'atmosphère et l'activité biologique de surface va créer ce qu'on appelle, parce qu'il y a la photosynthèse, un peu plus d'oxygène, va sursaturer. Alors il y aura une partie qui va se dégazer vers l'atmosphère et une partie qui va servir à alimenter quoi? Les poissons, les crevettes, c'est-à-dire tous ces organismes qui, comme nous, ont besoin de l'oxygène qui est produit sur Terre par les arbres et la végétation. Donc on va retrouver les mêmes chaînes à l'intérieur de l'océan et à l'extérieur de l'océan. Et est-ce que cette oxygénation de la mer est menacée? Je vous ai dit que les eaux froides, l'oxygène préférait se dissoudre dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que si on réchauffe les eaux, on va freiner cette pénétration de l'oxygène dans les eaux océaniques. Et on le freine de 2 façons, parce qu'on crée une petite couche de surface qu'il va être plus difficile à percer pour l'oxygène gaz quand il va vouloir rentrer dans l'eau, et ensuite parce que la température est plus chaude. En outre, du coup, on va se retrouver par le fait aussi, en particulier sur nos côtes, que l'on met beaucoup de produits fertilisants qui sont utilisés en agriculture, on les balance dans la rivière, et ça c'est quelque chose que l'on connaît très très bien sur les côtes normandes et bretonnes. Ça génère des surproductions d'algues, ça génère de la surproduction de biologie qui va se dégrader par ce que décrivait Jean-Louis, c'est-à-dire l'effet des bactéries, mais malheureusement, en se dégradant, consomme de l'oxygène et génère des zones où il y a 0 oxygène, exactement comme dans une rivière qu'on dit qu'elle est eutrophique. On a des zones côtières qui deviennent eutrophiques à cause de cette surconsommation d'oxygène. Donc, j'ai 2 messages, moi. J'en ai un, c'est qu'il faut continuer à explorer l'océan. J'étais dans l'océan austral l'année dernière, en janvier-février, sur le Mont Dufresne, et il y a encore énormément de choses à comprendre. Et la deuxième chose, il faut vraiment continuer à comprendre, parce que si on veut le soigner, il faut l'avoir bien intégré. Et la deuxième chose, c'est que tous ces mécanismes en plein changement, le changement d'oxygène, le changement de CO2, toute la température, bien sûr, qui induit des migrations. Bien sûr, il faut aussi qu'on suive ça. Donc, on a vraiment besoin d'être au chevet et d'ausculter en permanence notre océan.
Merci Catherine. Tout à l'heure, Gilles, tu as évoqué, et Catherine aussi peut-être, la remontée des espèces. Oui. Alors, voilà, quand il y a des moments où on se dit, oh, ben, c'est peut-être pas si mal s'il y a des espèces tropicales qui viennent chez nous, on n'en a pas profité jusqu'à présent, ça nous changerait les poissons, mais c'est pas si simple que ça. Qui me rappelait, je crois que c'est Anne Kéméré qui me rappelait qu'il y avait eu énormément de poulpes récemment, c'est vers l'île de Ré et l'île de Léron, c'est bien ça Bernard, mais bon, après, voilà, il faut aimer les poulpes aussi. Enfin, il faut aimer les manger. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et tu l'as évoqué, il y a des mécanismes qui ne sont pas à la même vitesse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut bien voir que dans l'océan, essentiellement, à part les mammifères et les oiseaux, les espèces qui y vivent ont la température de l'eau de mer à l'extérieur. Hein, c'est la même. Donc, ils sont très sensibles à ces écarts thermiques. Et ces espèces sont ce qu'on appelle, nous, des préférendas thermiques. Ça veut dire chaque espèce. Moi, je connais des poissons qui adorent 6 degrés. Ils meurent de chaud à 7 degrés. Ça existe. À l'inverse, vous avez des crevettes qui meurent de froid à 23. Donc, le vivant, il y a quand même 2,4 millions d'espèces connues. Hein. C'est ce qu'on faisait au muséum, Catherine, quand je m'y trouvais. Connues aujourd'hui. Hein. On a dit bactéries, protistes, champignons, plantes, animaux, avec chacun ses spécificités. Donc, on peut modéliser cela. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et l'océan est intéressant parce que ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de barrière. Sur Terre, en gros, le vivant migre vers le nord dans l'hémisphère nord en ce moment, et vers le sud dans l'hémisphère sud. Hein. On cherche les températures et les latitudes qui sont les plus basses ou les plus hautes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Terre, en gros, ça migre à peu près à 6 km par an en ce moment. Alors, quand vous êtes un petit nématode de 2 mm, hein, pas facile, hein, un papillon ou un oiseau, lui, il peut voler, il va aller beaucoup plus vite. En mer, c'est génial, parce qu'en mer, il n'y a pas de barrière. Hein, et on voit nos thons, aujourd'hui, par exemple, je prends le cas des pêcheurs normands, qui le savent bien, les lançons normands, ils sont rendus en Écosse. Mes anchois de la Méditerranée, ils sont rendus dans le golfe de Biscaye. Récemment, on m'a amené des mahi-mahi, la dorade coryphène, que je mangeais à Tahiti, aux Antilles. Il y en a en face de Bordeaux aujourd'hui, Catherine. Hein. Des barracudas, des coryphènes aussi à Banyuls. Et les images qu'a montré Catherine sur la Méditerranée sont effarantes. Hein. Moi aussi, j'étais en Corse il y a quelques semaines, 30,4 degrés. On est 4, 5, 6 degrés au-dessus de ce qu'évoquait Catherine dans les moyennes. Donc, le vivant réagit en bougeant. Mais tout migre. Hein. Les micro-organismes, les organismes, les plantes migrent incroyablement, les animaux et les humains migrent aussi en ce moment, il ne faut pas l'oublier. Tout est en migration partout. Et ça, c'est pas sans poser de problème, parce qu'il y a une harmonie dans le système. On a travaillé sur les mésanges, nous, avec les collègues de Montpellier. Alors les bébés mésanges, quand ils naissent, la nature est bien faite, dit-on. Hein. Il y avait les petites chenilles du papillon qui naissaient au même moment, donc elles bouffaient les chenilles. Bravo, Dieu avait bien prévu les choses, ça marche bien. Aujourd'hui, ça marche moins bien, parce que soit les chenilles sont rendues 40 km au nord et l'oiseau n'est pas encore rendu là, soit c'est l'inverse qui se produit. Et sur le plancton, on le voit très bien en ce moment, sur les morues qui mangent des calanus, des petits copépodes. Les copépodes vont plus vite ou moins vite. Donc tout en fait se répercute. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées, ça s'appelle la forêt de la Massane, qui est l'endroit en Europe où on a le plus d'espèces ramenées à la surface. C'est quasi tropical. On a 9000 espèces sur 336 hectares. Ben, je vois mes arbres qui s'en vont, je vois mes insectes qui s'en vont, mais je vais arriver les Marocains. Hein. L'immigration, vous voyez, un petit peu terrible. Hein. Les ibères remontent vers ma forêt. Et puis, c'était des carrefours intéressants parce que dans ces coins des Pyrénées, on avait des descentes sud de faune de Norvège. Il y avait des lucans norvégiens qui arrivaient jusque-là, qui mouraient en répartition un petit peu à quelques kilomètres de la frontière au sud de la France. Et j'avais des remontées de faune du sud de l'Espagne qui remontaient à 3-4 kilomètres en France. Tout ça est perturbé aujourd'hui. Et en mer, c'est particulièrement clair parce que ça va beaucoup plus vite, parce que la migration est beaucoup plus facile. Et qu'est-ce que font les pêcheurs? Le boulet de pêcheur, c'est pas pêcher. Hein. C'est d'abord chercher la bestiole qu'on veut pêcher. Et quand on l'a trouvée, on la pêche. Et ben, ils passent beaucoup plus de temps à rechercher aujourd'hui. Et même avec des moyens très stimulants, comme on parlait des moyens lourds de radar, de sonar, ils sont équipés mieux que la marine nationale, quelquefois. Hein. Les grands seigneurs à thon tropicales que je connais aux Seychelles ont des radars qui font pâlir d'envie, et la marine nationale ici à Cherbourg, hein, ben, ils détectent et puis ils pêchent. Et du coup, on tombe dans un problème très tordu où on pêche beaucoup plus que ce que peut renouveler le milieu en question. Tout à l'heure, Catherine parlait des espèces de Méditerranée qu'on appelle les septiennes, qui viennent de la mer Rouge.
3 ans après l'ouverture du canal par de Lesseps, on voyait des espèces qui étaient déjà passées. Alors on voit, bien sûr, c'est très marqué, il y en a beaucoup plus à l'est qu'à l'ouest, mais maintenant on les a chez nous. Hein. Premier requin-tigre récupéré par exemple en Tunisie récemment. On a le poisson lapin qui est une catastrophe, un poisson herbivore, qui arrive effectivement des côtes d'Érythrée, de la mer Rouge, et qui remplace tout. Dernier exemple, les pêcheries de crevettes au Liban. Vous regardez les chiffres depuis un siècle, ça ne bouge pas. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même espèce. La crevette qu'on pêche aujourd'hui, c'est une crevette échappée d'élevage, on a évoqué ça tout à l'heure aussi, qui vient du Japon, qui avait été élevée en mer Rouge et qui maintenant fait le tonnage de la pêcherie libanaise. Et là, la belle crevette, la Kératyrus du Méditerranée qu'on connaît bien, elle n'est plus là. Donc vous voyez que... Et ça va très vite. Et c'est là que l'humain, en fait, n'a pas les réactions adéquates par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc faire beaucoup plus attention, on l'a dit. Et juste une petite note sur l'acidification et puis sur les minéraux. La grande oxydation qu'évoquait Catherine tout à l'heure, en gros, on connaît aujourd'hui 2,4 millions d'espèces vivantes, on connaît à peu près 5100 minéraux sur la Terre différents. Les 2 tiers n'existeraient pas sans l'oxygène. Ça veut dire que la vie a non seulement modifié elle-même, mais elle a modifié tout l'environnement minéral de la planète. Et puis, si on fait un squelette de corail, une coquille d'huître ou un squelette humain, tout ça est très lié. Donc, vous voyez que on joue à l'apprenti sorcier, imprévoyance complète, beaucoup d'arrogance et beaucoup de cupidité. Je peux signaler quelque chose. Avant de vous passer la parole à Catherine et à Jean-Louis, vous pouvez poser vos questions. Donc, préparez-les. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Donc, levez bien haut le bras parce que nous avons les lumières dans les yeux. Il faut pouvoir vous voir. Mais préparez vos questions. Jean-Louis, tu voulais intervenir et Catherine, je te passe la parole après. Oui, je voulais raconter une histoire vécue sur l'île de Clipperton. Clipperton, c'est une toute petite île qui est au milieu dans le Pacifique. Il n'y a pas d'habitants. Déjà une remarque, quand vous arrivez sur Clipperton où il n'y a pas d'habitants, ça fait 2 km sur toi, c'est un anneau corallien, vous marchez sur le plastique. Voilà, ça c'est vraiment petite épingle, c'est une épuisette à plastique, mais les gros, de tout, il y a de tout, etc. Et on a habité là pendant 4 mois. Un jour, un matin, en se levant, on a vu 6 seineurs qui étaient au mouillage. Les seineurs, donc vous savez ce que c'est des bateaux qui lâchent la Seine et puis voilà. Bon, 6, et en plus, certains sont venus sur le récif pour ramasser les langoustes, parce qu'il y a pas mal de langoustes. Quelques semaines après, l'ornithologue, on avait des ornithologues qui étudiaient les fous masqués. C'est la plus grande colonie au monde de fous masqués sur Clipperton. Il nous dit, il revenait tous les matins de la colonie, il y en avait partout, en nous disant, il y a beaucoup de morts, beaucoup de petits qui meurent, et de plus en plus. Et à un moment donné, il dit c'est pas bon, ça doit être la surpêche. Parce qu'en fait, les parents, ils vont très très loin pour chercher la nourriture, ils en gardent un peu pour eux, ils reviennent, mais ils reviennent des fois trop tard, donc les petits sont sous-nourris. Et il dit ça doit être la surpêche. Il nous explique, en fait, que comment ça se fait, je lui dis. Parce que les thons qu'ils pêchent mangent du calmar et des poissons volants. Les fous masqués mangent des calmars et des poissons volants. Alors il dit, comment ça se fait qu'après une pêche intensive dans le secteur, normalement il devrait y avoir une somme de calmars et de poissons volants pour ces oiseaux. Il me dit, mais non, parce qu'en fait, les oiseaux ont besoin des thons. Ce qui fait que les thons chassent en meute. Donc il y a des calmars qui plongent et qui vont plus loin, des calmars qui remontent à la surface, c'est que des poissons volants. Et donc c'est là que les oiseaux peuvent manger. Mais sans le thon qui les chasse, ils ne remontent pas à la surface comme d'habitude. Et donc ils sont tenus d'aller beaucoup plus loin. Donc vous voyez ce lien entre une surpêche locale et la destruction progressive des oiseaux. C'est ce lien permanent qu'il y a entre les espèces. C'était une illustration. Il y a une autre île qui s'appelle Bonaventure, qui est à la sortie du Saint-Laurent, où il y a des fous de bassan qui sont là, et ils nichent à la bonne période, à un moment donné où la fonte, maintenant, il ne gèle plus tellement, le fleuve. Donc. Et ils se mettent là parce qu'ils adorent les maquereaux bleus.
Et les maquereaux bleus montent au mois de mai par là, ils remontent vers le Labrador. Et donc à cette époque-là où les fous ont besoin de nourriture pour les petits, les maquereaux montent. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la surface de l'eau est plus chaude. Donc les maquereaux, ils sont plus profonds. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à les pêcher et donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus chasser le poisson. Alors, on les voit se déplacer vers le nord du Labrador, si vous voulez, mais le problème, c'est que la neige arrive plus tôt et surtout, elle repart plus tard. Voilà, un exemple, si vous voulez, des liens qu'il y a entre la vie sur Terre, la surpêche éventuellement et le réchauffement climatique. Catherine, tu as patienté pour prendre la parole. Je ne sais pas à quel sujet de ce que nous avons dit. Alors, c'est au sujet des migrations. C'est pas directement mon sujet, mais pour les gens qui vivent sur le littoral de la Manche, et en particulier les côtes nord, c'est-à-dire les côtes normandes et bretonnes depuis Brest jusqu'à Cherbourg, une des ressources extrêmement fines gastronomiquement, c'est l'ormeau. L'ormeau, mollusque particulièrement impavide sur son rocher, l'ormeau migre. L'ormeau migre aussi. Il n'y a plus d'ormeau dans Bretagne Sud, et l'ormeau de la Bretagne Nord est menacé aussi. Parce qu'il ne sait pas qu'il va partir, en fait. Alors, par contre, là, un signal d'alarme que je voudrais tirer, c'est sur les coraux. C'est comme les arbres, si vous voulez, les coraux. C'est-à-dire, c'est l'association d'une algue qui va fixer l'énergie par la photosynthèse et d'un animal qui construit le squelette. C'est un arbre, en fait, le corail. Et ce corail, il est immobile, lui. Il ne va pas bouger aussi vite et que les espèces qui sont autour. Il faut savoir que les coraux, dans la ceinture intertropicale, c'est la source alimentaire, parce que ce n'est pas eux, ils ne sont pas mangés, mais ils abritent des écosystèmes qui sont la source alimentaire d'une énorme partie de l'humanité. Ces coraux sont menacés 3 fois. Ils sont menacés par la température. La petite algue qu'ils abritent n'aime pas du tout avoir plus chaud. Elle n'aime pas que ça dépasse 30 degrés. Et les 30 degrés sont dépassés régulièrement dans les lagons aujourd'hui. Et quand ça a dépassé, l'algue part et on assiste à ce qu'on appelle le blanchiment du corail et il meurt. Il n'est plus alimenté par cette algue qui lui amène, grâce à la photosynthèse, de l'énergie. La bête meurt et le corail devient blanc. La deuxième chose qui menace le corail, je vous l'ai dit, c'est l'acidification, puisque c'est des squelettes calcaires. Encore une fois, l'acidification de l'eau de mer fragilise considérablement toutes les espèces calcaires, y compris le corail. Et la troisième, c'est la montée du niveau de la mer. Si la mer monte trop, la lumière pénètre moins, elle va pénétrer pas jusqu'au corail, elle ne va pas atteindre le corail. Et de nouveau, on assiste à une menace. Donc la conjonction de la montée du niveau de la mer, de l'acidification et du réchauffement des eaux, c'est extrêmement menaçant pour les coraux. Et on assiste à des mortalités de coraux monstrueuses, grandes barrières de corail, etc., qui ne résistent pas à ces facteurs-là, en fait, tout simplement, sans compter les activités humaines qui viennent aussi faire d'un peu des petits dégâts assez catastrophiques dans ces régions. Merci Catherine. Ce que tu es en train de nous dire n'est pas de manière à nous rassurer beaucoup. Y a-t-il des questions? Je suis pas la seule, les autres aussi. Hein. Les autres aussi, ils disent des choses. Y a-t-il des questions dans la salle? Et est-ce que vous voyez le micro se promener? Oui, madame, au 3e rang. Bonjour, merci. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Catherine. Si la zooxanthelle se détache du corail parce qu'il fait trop chaud, est-ce qu'on a d'autres microalgues qui peuvent s'accrocher ou pas aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait en termes de recherche? On ne sait pas, c'est trop récent, ça va trop vite. En plus, le problème, c'est qu'il peut y avoir des organismes qui soient, au contraire, favorisés par l'acidification, d'autres pas du tout. Sur le corail, je suis Catherine complètement. Et n'oublions pas que pour le corail, c'est que 1% de la surface de l'océan tropical. C'est plus du tiers des espèces connues. En gros, on connaît 300 000 espèces dans l'océan. Il y en a 100 000 dans le récif corallien. Donc, ce que dit Catherine est absolument essentiel. Pour l'instant, on n'a pas de vision claire là-dessus, parce qu'on a fait plein de manips, comme disait Catherine tout à l'heure.
le recul. Alors, par exemple, une solution, est-ce qu'on peut réencorailler ? En ce moment, on élève du corail rouge de Méditerranée, par exemple, financé par des groupes privés d'ailleurs, parce que l'espèce va disparaître dans la nature. Hein. Les plongeurs corses, ils sont à 85 mètres pour aller les chercher maintenant. Hein. Et ça grandit de quelques millimètres par an. Donc vous voyez, le problème du vivant aujourd'hui, c'est que ça va trop vite. Hein. On a travaillé avec l'INRA sur des arbres. On montrait que les arbres ont fait le boulot en altitude. Les arbres français sont montés de 100 mètres en 18 ans. Mais ils n'arrivent pas au niveau horizontal à faire le boulot. Donc c'est la vélocité du changement actuel qui est effectivement extrêmement inquiétant. Plus tous les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure avec des synergies d'effets terribles, quoi. Parce qu'ils pêchent aussi à la dynamite, ils pêchent au cyanure, et ils font des aéroports sur le corail. Alors ça, c'est pas terrible. D'autres questions? Et il prévoit les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Oui, on a vu personne ça. ne dit rien. On a vu ça. Ça n'a pas fait... On a vu ça, c'est absolument dramatique. Et c'est Homo sapiens. À quoi servons-nous? À quoi servons-nous? C'est déprimant, en fait. On ne les écoute pas, Catherine. Ça fait... le premier rapport sur le réchauffement climatique inquiétant qui a été publié au Sénat américain, mis sur le bureau du Sénat américain, on a le rapport Meadows, c'était 72, vous vous rendez compte? 1972. Depuis 72, les scientifiques alertent. Personne, mais c'est pas possible, personne nous écoute. Avant de vous laisser poser votre question, vu ce que vient de dire Catherine, j'en ai une vis-à-vis de vous les scientifiques. Pensez-vous qu'il faudrait un équivalent du GIEC pour l'océan? Est-ce qu'il y a à faire des méta-études, comme on dit, c'est-à-dire des analyses générales de tout ce qu'on sait, ou bien on sait déjà tout et il faudrait juste le mettre en ordre? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, d'abord, on ne sait pas déjà tout, c'est pas vrai, hein, tu sais bien. Mais si le GIEC, et le GIEC a commencé à le faire hein, depuis 2015, à s'emparer de la question océan, il faut quand même voir que il y a eu comme 20 COP sans parler d'océan. Hein. Le mot, tu sais, Catherine, apparaît océan dans les rapports de la conférence mondiale sur le climat en 2015. Maintenant, ils traitent. Il y a eu le rapport sur la lithosphère, sur l'hydrosphère, oui, sur la cryosphère. S'ils le font bien, pourquoi pas hein. Et au niveau terrestre, on regarde effectivement ce qui se passe au niveau aujourd'hui des espèces invasives et puis du déplacement et de la désertification, qui est aussi un très grave problème. Hein. Jean-Louis Etienne. Il y a effectivement la gestion de l'océan au-delà des zones économiques exclusives n'existe pas. J'étais à Pointe-Noire il n'y a pas très longtemps. Il y a un bateau chinois qui est un ancien pétrolier transformé en congélateur, qui a 200 nautiques donc en les eaux internationales, qui passe des contrats de pêche avec les pêcheurs locaux, qui vont vendre le poisson dans les eaux internationales sur ce bateau, et qui le congèle et qui le ramène et qui le vend. Donc les autochtones là commencent à être privés de la pêche locale parce que ça rapporte davantage d'aller vendre le poisson dans les eaux internationales qui ne sont pas du tout régulées, si bien que les gens à Pointe-Noire commencent à manger des poissons congelés qui viennent du Brésil. Donc, voilà un exemple. Donc ce n'est pas que de la science, c'est une politique. C'est une politique assez forte, mais qui est extrêmement compliquée. On l'a vu à Lisbonne, partout les réunions sont là. La gestion, effectivement, des eaux internationales, c'est d'une grande complexité. C'est exactement... Alors, il y a des moyens. À l'heure actuelle, il y a une entreprise qui est à Rennes, qui suit les bateaux. Et quand vous avez des bateaux pirates, eux, qui éteignent... Vous savez, chaque bateau doit émettre son signal de manière... Tous les bateaux sont localisés, sauf les bateaux pirates qui débranchent leur système de localisation. Et à Rennes, Unsylab, ça s'appelle, c'est une boîte qui est de Rennes qui travaille avec des nanosatellites. De plus en plus, ils arrivent à capter le magnétisme à la surface de la mer. Donc ils captent les bateaux qui n'émettent pas. Et donc on commence à pouvoir de plus en plus aller, si vous voulez, sur ces bateaux pirates. Et ces bateaux pirates, la France en récupère de temps en temps, qu'elle ramène à La Réunion.
Ce sont des bateaux dans un état vétuste incroyable. Il n'y a que des sorties de prison qui sont à bord de ce bateau. C'est considéré, c'est géré dans des conditions humaines abominables. Donc voilà, une gestion déjà du grand océan qui se fait petit à petit, mais qui est compliquée. Au niveau des TAF, par exemple, c'est les moyens nautiques aussi. Hein. Prenez le parc de la mer de Corail, 1,5 fois la France. On a un bateau de 26 mètres pour le surveiller. Et pour revenir au TAF, là, on a équipé les albatros de caméras, ça marche très bien. Hein. Et puis ils arrivent à repérer ces bateaux. Il y a un papier dans Nature, je ne sais pas si tu te souviens, Catherine, il y a quelques mois, 30% de la pêche mondiale est gérée par des mafias aujourd'hui. Avec des moyens gigantesques. C'est beaucoup moins dangereux que de trafiquer de la drogue ou des jeunes femmes. Et ça rapporte autant. Donc en fait, ils sont partis là-dessus, hein, alors que c'était des choses qui étaient complètement impensables avant. Hein. Madame, vous pouvez enfin poser votre question. C'est magnifique, ça respire la patience, c'est vraiment extraordinaire. Vous écoutez, monsieur et dame, dans la salle. J'ai assisté à Forum 3.0 récemment à Paris et j'ai rencontré le groupe de jeunes.